Les États-Unis recommencent à subir des pertes dans cette guerre. Pendant longtemps, on avait l'impression que c'était fini, qu'il n'y avait plus de victimes. Et là, on en est, je crois, au 11e jour consécutif d'opération, ce qui veut dire, en gros, qu'on est bel et bien retourné en guerre. Mais la question c'est, est-ce que c'est juste un accident de parcours, quelque chose d'inhabituel, ou est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres pertes? Est-ce qu'il y a un risque d'un événement avec de nombreuses victimes? Et si oui, qu'est-ce que ça changerait à la guerre? Est-ce que ça pousserait les Américains à se mettre en colère et à vouloir aller plus loin? Ou est-ce que, comme au Vietnam, ça ferait dire aux gens « Mais qu'est-ce qu'on fait là? Il faut qu'on sorte de là. » On va parler de tout ça aujourd'hui et de bien d'autres choses, parce qu'il se passe énormément de choses en ce moment, y compris certaines dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Et bien sûr, on a avec nous l'extraordinaire Joe Kent, ancien directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, un type vraiment remarquable. Joe, bienvenue dans l'émission d'abord. Salut Daniel, super content d'être avec toi, merci. Bon, écoutez, entrons directement dans le vif du sujet. Vous avez parlé du risque d'un événement avec de nombreuses victimes. Parce que là, on vient d'avoir une situation où, vous savez, la plupart des médias traditionnels se concentrent uniquement sur le fait qu'il y a eu des victimes. Et bien sûr, le président dit « on va les venger » et le secrétaire Austin dit aussi « on va les venger ». Alors, qu'est-ce qui vous inquiète exactement? C'est juste une question de logique, de mathématiques de base. On a des troupes déployées sur le terrain, dans des positions exposées, et l'ennemi sait exactement où elles se trouvent. Et maintenant, les Iraniens ont prouvé qu'ils pouvaient percer nos défenses. Alors oui, on intercepte la plupart des choses qu'ils nous envoient, c'est vrai. Mais c'est une question de probabilité. Nous, il faut qu'on ait de la chance à chaque seconde, chaque jour. Les Iraniens, eux, n'ont besoin d'avoir de la chance qu'une seule fois. En frappant cette base en Jordanie, avec des missiles balistiques, ils nous ont montré qu'ils pouvaient aller très loin. Parce que la Jordanie, c'est quand même à bonne distance de l'Iran. En gros, ils nous ont fait comprendre que s'ils le décidaient, ils pourraient frapper une cible capable de provoquer un événement à très nombreuses victimes, comme l'un de nos navires, par exemple. Je comprends que nos navires disposent d'un armement sophistiqué et suffisant et qu'ils sont capables de se défendre. Mais encore une fois, si jamais ils étaient submergés par des drones, par des missiles, est-ce qu'ils pourraient vraiment tenir? Ce qui m'inquiète, c'est que plus on reste dans la région, plus on s'expose à une situation avec de nombreuses victimes. Et à ce moment-là, on ne pourra plus dire « on a juste mené quelques frappes de représailles et c'est fini ». Non, on sera complètement engagé dans cette guerre. Et là, on entrera dans une sorte de dette de sang où il faudra rester pour venger nos morts pendant un bon moment. Le président a déjà ordonné plusieurs jours de frappes de représailles pour les 3 personnes que nous venons de perdre récemment, plus celle en Irak. Et je pense qu'en ce moment, la chose la plus prudente à faire pour lui, ce serait de dire « bon, j'ai pas de bonnes options sur le terrain, je n'ai pas de bonnes options militaires. On peut rester là, continuer à s'épuiser et prendre encore plus de risques. Ou alors, le président pourrait dire dès maintenant « c'est fini, on déclare la victoire et on s'en va ». J'ai peur qu'il ne le fasse pas, à cause de ce qu'il dit publiquement en ce moment. J'ai peur qu'on redouble, voire qu'on triple nos efforts, et qu'on s'expose à une situation avec de nombreuses victimes, qui ne fera que nous entraîner encore plus loin dans cette affaire. C'est vraiment ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui. Il y a aussi d'autres éléments préoccupants, notamment certaines déclarations des Israéliens plus tôt dans la journée, qu'il faudrait qu'on examine aussi. Oui, je veux absolument qu'on en parle aussi. Mais je veux rester un instant sur ce sujet,
parce que même les chiffres là semblent empirer. Ce n'est pas seulement qu'on intercepte tout, ou presque tout. Apparemment, on en intercepte de moins en moins, parce que du côté iranien, il y a maintenant beaucoup d'images satellites qui montrent qu'ils ont une précision au mètre près. Ce qui est abattu, je ne sais pas exactement, mais ce qui passe, c'est pile sur la cible. Ces informations sont sorties aujourd'hui même. Mario Nawfal les a publiées plus tôt dans la journée. Il a dit qu'après les frappes de missiles iraniennes contre des installations américaines au Moyen-Orient, et je pense qu'il parle de celle en Jordanie, où il y a eu une victime, il a rapporté les propos d'un soldat américain. Voici ce que ce soldat a dit. D'après ce que j'entends, on reçoit des données sur les points d'impact prévus, mais les missiles changent de trajectoire plusieurs fois en vol. Donc les alertes d'impact prévues ne servent à rien. Les données de ciblage sont manifestement transmises à l'Iran par la Chine ou la Russie. Ils disent évidemment que c'est probablement vrai. Mais tant qu'on n'aura pas d'autres éléments, on va rester prudent, parce que ça reviendrait à dire que les Iraniens ne sont pas capables de comprendre ça par eux-mêmes. Mais quoi qu'il en soit, ils obtiennent ces informations quelque part et ils touchent clairement ce qu'ils visent. C'est d'une précision folle, dit-il. Même si aucun des deux pays n'est entré directement dans le conflit, les services de renseignement américains et occidentaux affirment que Pékin et Moscou fournissent des renseignements essentiels à l'Iran. J'aimerais revenir un peu là-dessus d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez? Les Iraniens affirment depuis plusieurs semaines, en fait, depuis quelques mois, que leurs missiles les plus sophistiqués allaient arriver, capables de modifier leur trajectoire en plein vol. Et maintenant, on dirait que c'est effectivement le cas. Quel impact cela a-t-il sur le terrain? Je veux dire, c'est énorme. On accorde beaucoup d'importance à notre capacité, quand ces missiles sont lancés, à déterminer à peu près où ils visent. C'est intéressant parce qu'on entend souvent dire « Ah, la Russie et la Chine leur fournissent les données de ciblage ». Ce serait une chose si nos bases bougeaient sans arrêt et qu'ils avaient besoin de renseignements ultra sophistiqués en temps réel. Mais je pense que les Iraniens ont déjà cette capacité. Et franchement, pas besoin d'être un génie pour savoir où se trouvent nos bases. Ce sont les mêmes depuis des décennies, avec juste quelques petits changements par-ci par-là. Et imaginez que les Iraniens n'ont pas de sources sur le terrain dans tous ces pays différents. Vous pensez qu'on ne peut pas repérer nos mouvements de bases militaires, d'avions ou de systèmes de défense aérienne grâce à de simples images satellites? C'est vraiment naïf. Bien sûr, je ne pense pas que les Russes ou les Chinois aient besoin d'apporter beaucoup d'aide à l'Iran là-dessus. C'est justement pour ça que le fait d'essayer de mener la guerre depuis ces bases fixes, même si on voulait continuer le conflit, c'est une absurdité totale. Et franchement, toute personne qui recommande de poursuivre la guerre depuis ces bases, même simplement dans l'idée de donner un bon conseil militaire au président Trump, je ne comprends pas. Mais alors pas du tout. Pourquoi le département de la Défense, ou quiconque le conseille, lui dit « Oui, Monsieur le Président, on va continuer à se battre depuis ces positions connues et immobiles. » Parce que les Iraniens peuvent les frapper sans problème. À ce stade, c'est juste une question de calcul. Et tu sais, je ne sais même pas vraiment ce qu'ils font là-bas. Je sais qu'au début de la guerre, on disait qu'on avait évacué beaucoup de ces bases. J'imagine qu'on a retiré une partie des troupes, mais visiblement, certaines sont encore sur place. Et je me demande vraiment, qu'est-ce qu'ils font là-bas qu'ils ne pourraient pas faire ailleurs, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, Joe? Oui, enfin, je veux dire, je pense qu'au début de la guerre, on a commencé à déplacer pas mal de nos troupes, surtout celles qui étaient les plus proches de l'Iran, comme à Bahreïn, au Qatar ou encore au Koweït.
mais on est toujours présent au Koweït, d'une manière ou d'une autre. Et on a aussi déplacé une bonne partie de nos moyens les plus stratégiques un peu plus loin. C'est pour ça que les Iraniens nous font comprendre que même si on les déplace en Jordanie, ils peuvent quand même les atteindre. Et c'est aussi pour ça que les forces navales me rendent assez nerveux. Donc oui, je suis d'accord avec vous. On l'a prouvé avec l'opération Midnight Hammer, et on l'a aussi prouvé avec les investissements qu'on a faits dans les technologies dites au-delà de l'horizon et dans notre capacité à projeter notre puissance. On n'a plus besoin d'avoir nos troupes stationnées dans ces bases. Même si l'objectif, de temps en temps, c'est de rappeler à l'Iran qu'on peut encore les frapper, et de le faire de manière significative. On peut lancer ces frappes depuis des zones situées en dehors de leur portée. Je ne comprends pas pourquoi on laisse des troupes là-bas. La seule raison qui me vient à l'esprit, et c'est assez sombre, c'est qu'on les laisse sur place pour qu'il y ait plus de pertes, et qu'on se retrouve encore plus enfermés dans cette dette de sang, au point de ne plus pouvoir partir parce que nos soldats sont tombés. Et ensuite, on ne peut plus se retirer, on ne peut plus reculer, parce que ça donnerait l'impression qu'on capitule. Alors que, même d'un simple point de vue militaire, le bon conseil serait vider ces bases pour qu'il n'y ait plus rien à viser pour l'Iran et frappez-les depuis nos plateformes capables de projeter de la puissance. Je ne dis pas qu'il faut tout abandonner et arrêter la guerre, mais tactiquement parlant, ce qu'on fait là est incroyablement stupide. Et je ne pense pas qu'on soit à ce point idiot. Donc, j'ai vraiment le sentiment qu'on laisse délibérément nos soldats exposés au danger, en gros, comme des fils-pièges humains, juste pour pouvoir ensuite justifier l'élargissement de cette guerre. D'accord. Vous savez, j'entends ça de pas mal de gens. Et je dois poser la question logique qui suit. Pourquoi quelqu'un voudrait ça? Que ce soit cette soi-disant Ligue mondiale qui tirerait les ficelles au Pentagone, je ne sais pas. Quelqu'un au Pentagone. Enfin, ce sont eux qui ont réellement l'autorité de commandement sur tout ça. Quelle est la logique quand chacun d'entre eux, et je ne peux pas imaginer quiconque au Pentagone, quel que soit son grade, ne voit pas qu'on ne peut pas détruire une montagne de granit avec un missile de croisière Tomahawk ou JASM. Point final. On ne peut pas. On a essayé, ça n'a pas marché. On l'a fait des dizaines de fois sur quelques-unes de ces montagnes précises. Et ça n'a pas marché. Donc vous voyez, on ne peut pas en tirer profit, et les stocks diminuent. Pourquoi voudrais-je que la guerre continue? Parce qu'on va arriver à un moment, Joe, où on va littéralement manquer de ces armes et devoir passer à, je ne sais pas, une série de bombes non guidées ou autre chose, beaucoup moins efficace. Alors, quel est le but de continuer? Malheureusement, je pense que le Pentagone, à force de récompenser depuis des décennies les gens qui disent toujours oui, qui affirment qu'on peut continuer comme ça, sans jamais donner la réalité du terrain, eh bien, il en est arrivé à une sorte de réflexe. C'est un peu comme s'il disait, bon, si vous voulez continuer à vous battre pour ces positions, alors on va simplement continuer à les réapprovisionner. Et cela, même si nos stocks s'épuisent, même s'il n'y a aucun plan stratégique concret pour faire avancer nos objectifs. Ce travail-là, en réalité, n'a jamais été fait. J'ai l'impression qu'on a juste un groupe de gens qui se contentent de dire « Si le président veut rester dans cette guerre, très bien, monsieur. » 3 sacs pleins. On va juste continuer à rester dans ce conflit. Et puis personne n'a vraiment le courage, je pense, d'aller voir le président Trump pour lui dire « Écoutez, notre plan militaire a atteint sa limite d'efficacité. Tout ce que vous allez faire maintenant, c'est envoyer plus de soldats à la mort, ce qui va nous forcer à redoubler, voire tripler nos efforts. » Et je pense aussi que la Maison-Blanche est terrifiée par l'image que donnerait un retrait de nos troupes. J'ai l'impression qu'ils sont plus préoccupés par ça, au point d'accepter de laisser nos gars là-bas.
Ils sont prêts à accepter des pertes parce qu'ils ne veulent pas subir de critiques politiques ici, aux États-Unis, que ce soit de la part des démocrates ou d'autres opposants au président Trump, qui diraient que Trump se retire de la région. Pourtant, même si on voulait continuer le combat, retirer nos troupes de ces bases serait la décision la plus logique. Je pense simplement qu'elles y restent parce que nous n'avons pas la force politique de dire qu'on retire nos soldats de la région, de peur que ça donne l'impression qu'on capitule. C'est à mon avis une combinaison vraiment dangereuse. Des dirigeants faibles au CENTCOM, au Pentagone aussi, et en plus, le fait de laisser en gros l'équipe de communication politique de la Maison-Blanche diriger la guerre et conseiller le président Trump. Lors de votre précédente venue dans notre émission, vous nous aviez dit qu'avant le début de la guerre, quand vous étiez encore au gouvernement, beaucoup de gens dans les services de renseignement, comme dans l'armée, disaient que ça ne marcherait pas. Éliminer le dirigeant ne les ferait pas s'effondrer. Ils n'allaient pas venir se rallier à nous. Au contraire, ils allaient ramener le combat chez eux. C'était ce genre d'avertissement. Et puis vous avez expliqué que, petit à petit, vous, parmi d'autres, n'aviez même plus l'autorisation de parler au président Trump. Il s'est mis à s'entourer uniquement de gens qui lui disaient oui. C'est ça. Et je sais que vous n'êtes plus là-bas maintenant. Mais si vous avez une idée, un peu de contexte sur ce que vous comprenez depuis cette époque. Maintenant que c'est clair, surtout après les 40 jours de bombardement qui n'ont rien donné, les quelques mois de blocus qui n'ont pas marché non plus, et que le protocole d'accord n'a pas été satisfaisant, il doit bien y avoir, autour de lui, plus de gens capables d'entrer, de lui dire que ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez dire ce que vous voulez. On va vous montrer dans un instant quelques-unes de ces déclarations, faites littéralement, il y a à peine 1 heure, depuis le bureau ovale. Vous pouvez dire ça, et ça peut passer, disons, pour aujourd'hui. Mais même lui doit comprendre, et ceux qui sont à l'intérieur aussi, que j'ai de sérieux doutes sur le fait que ça tienne jusqu'à novembre, si c'est bien ça l'objectif. Alors selon vous, comment ça se passe à l'intérieur du Pentagone, à l'intérieur de la Maison-Blanche? Est-ce qu'il y a des gens qui disent vraiment la vérité au président Trump? Eh bien, quand le protocole d'accord est sorti pour la première fois et qu'il a commencé à circuler, on avait l'impression qu'il y avait enfin une dose de réalisme. Ce que la vice-présidente disait publiquement pour justifier ce protocole, et puis beaucoup de ce que le président disait sur les actions d'Israël et sur les raisons pour lesquelles on avait besoin de cet accord. Tout ça donnait le sentiment qu'il y avait un moment de lucidité. Le président a même dit, en gros, qu'on devait conclure ce protocole à cause de la crise énergétique qui allait éclater si on ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz. Il s'est arrêté juste avant de dire qu'on n'avait plus vraiment d'option militaire. Mais c'était assez clair que c'était la vraie raison pour laquelle on s'engageait dans ce protocole, justement pour pouvoir rouvrir le détroit d'Ormuz. Donc on a eu, pendant un court moment, l'impression que la réalité commençait enfin à atteindre le président. Il parlait en des termes très réalistes. Le vice-président aussi parlait de manière réaliste. Mais ensuite, on a vu la réaction du lobby pro-israélien, puis celle de nombreux faucons de guerre ici, qui se sont mis à attaquer le vice-président. Beaucoup d'entre eux avaient pourtant soutenu le président quand il bombardait l'Iran. Et là, ils se sont retournés contre lui. Très vite après, ils ont envoyé Marco Rubio au Liban pour conclure, en gros, un accord parallèle qui annulait une grande partie du protocole d'accord. Ensuite, on a tenté cette approche où on escortait des navires, où on leur disait qu'ils pouvaient passer sans se coordonner avec les Iraniens, alors que c'était prévu dans le protocole. Du coup, les Iraniens ont commencé à tirer sur les navires, et ça nous a ramené, en gros, à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui.
On est donc passé d'une approche très réaliste, où on comprenait pourquoi on avait besoin du protocole d'accord, à une situation où très vite on s'est mis à agir contre notre propre objectif déclaré, qui était de rouvrir le détroit d'Ormuz. On n'aurait jamais dû laisser Rubio aller là-bas et conclure cet accord parallèle, qui nous a en fait forcés à jouer les arbitres au Liban, tout en permettant à Israël d'y rester. Et ensuite, on a fait cette erreur d'encourager certains navires à passer sans d'abord se coordonner avec les Iraniens, alors que c'était prévu dans le protocole. Et maintenant, on est revenu dans ce monde de fantasmes, cette espèce de pays des merveilles, où on s'imagine qu'on peut simplement bombarder l'Iran jusqu'à ce qu'il cède, jusqu'à l'effondrement du régime. En réalité, on est revenu à une campagne de bombardement sans véritable stratégie, ce qui est une recette parfaite pour un désastre, un événement à très grand nombre de victimes, qui finirait par nous entraîner encore plus profondément dans la guerre. Ou pire encore, quelque chose que je crains et que le leadership israélien semble déjà annoncer très clairement. Oui, et je veux vraiment qu'on parle de tout ça ensemble. Tu disais qu'il y a eu des développements aujourd'hui, et je veux qu'on revienne là-dessus, du côté d'Israël. Mais je veux d'abord rester sur le point que tu viens de soulever, parce que c'est ce que Barak a révélé. Il reçoit beaucoup d'informations de la Maison-Blanche, parfois même directement du président Trump. Et il a publié plus tôt dans la journée que le président Trump se trouve à un tournant dans la guerre contre l'Iran, alors que des responsables américains et israéliens de haut niveau affirment qu'il n'a en réalité que deux options possibles. Première option, promouvoir un nouveau cessez-le-feu de 10 jours, censé aboutir à la réouverture du détroit. Et ça, je pense que c'est le scénario le plus réaliste, celui où on se rend compte qu'on ne peut rien faire et qu'on l'admet. Ou alors, deuxième option, lancer une nouvelle campagne militaire d'envergure avec Israël pour forcer Téhéran à capituler. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que certains pensent que cette deuxième option est vraiment envisageable, qu'on pourrait les forcer à se rendre. Si c'était le cas, dis-moi ce que tu en penses. Si on avait la capacité, même une chance sur 5, de vraiment forcer l'Iran à capituler, on serait déjà passé à l'action. Toi, comment tu vois ça? Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'au départ, la limite fixée par Trump, c'était pas de troupes au sol. Et puis quelqu'un a peut-être réussi à le convaincre d'en envoyer quand même. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'était cette mission de récupération de pilotes, si c'était autre chose, ou si on a simplement perdu un pilote et qu'on a alors compris à quel point les opérations terrestres pouvaient être compliquées. Ensuite, le président Trump a dit bon, non, pas de troupes au sol, on se contente peut-être de bombarder. Ça n'a pas marché. On a eu le protocole d'accord. Mais je pense que maintenant, il sait que la voie diplomatique est quasiment morte. Parce que les Iraniens ont dit, et ils ont été très très clairs là-dessus, qu'ils n'allaient pas nous accorder à la table des négociations ce qu'on n'a pas pu leur arracher sur le champ de bataille. Et les Iraniens sont particulièrement remontés depuis qu'on a tué le guide suprême et après les funérailles. Je pense qu'il sait que la voie diplomatique est morte. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il se laisse convaincre par ce qu'on a vu dans ce tweet de Barak Ravid, à savoir qu'on s'engagerait dans une nouvelle campagne avec les Israéliens. Et pour moi, ça ouvre la porte à toutes sortes de mauvaises options. Soit on envoie des troupes au sol, ce qui serait catastrophique, on en a déjà parlé. Soit on prend en compte cette déclaration qui va de pair avec ce que Smotrich a dit hier, à savoir qu'Israël n'avait aucune intention de participer à une campagne limitée ou encadrée. En même temps, sur le plan stratégique, les Israéliens ont laissé filtrer dans le Wall Street Journal que l'uranium enrichi se trouve maintenant dans la montagne de Parchin.
La semaine dernière encore, Netanyahou parlait de sa récente visite, comment ils appellent ça déjà, à l'usine textile de Dimona, en fait une référence à leur programme nucléaire pour dire qu'il est toujours bien actif. Et ça m'inquiète, parce que plus le temps passe sans qu'il y ait de solution militaire, plus j'ai peur que les Israéliens soient en train de dire, en gros, si vous nous faites un signe, si vous détournez le regard, eh bien, on utilisera une arme nucléaire. En gros, les déclarations de Smotrich hier reviennent à dire « on n'est plus aligné avec l'Amérique ». Et ça permettrait au président de dire, de manière crédible, si les Israéliens font quelque chose en Iran, ils avaient clairement dit qu'ils ne faisaient pas partie de notre campagne limitée. Je ne sais pas. C'est leur pays. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est justement ce qui m'inquiète. Au début, quand tout ça a commencé, on avait l'impression qu'on était encore très loin d'une situation où des armes de destruction massive pourraient être utilisées. Mais quand l'objectif, c'est d'obtenir une sorte de reddition totale de la part des Iraniens, plus on fait le calcul, plus on se rend compte qu'on arrive assez vite à la question des armes de destruction massive. Et maintenant, les Israéliens disent en gros, on peut le faire nous-mêmes. Ils disent aussi, vous savez, cet uranium enrichi que les Américains ne peuvent pas récupérer ni neutraliser, eh bien, il est enfoui dans la montagne de Parchin. J'espère me tromper, mais pour moi, c'est un signe avant-coureur assez clair. Et ça pourrait très vite nous placer dans une situation vraiment dangereuse. Tu sais, il y a des choses que j'ai vraiment du mal à comprendre. D'abord, parce que ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Même ces dernières semaines, des responsables israéliens, et je crois que Netanyahou en faisait partie, ou en tout cas un haut responsable, disaient en gros « non, non, on est très content que l'Amérique mène ce combat ». Et franchement, ça m'a mis en colère, parce que ce sont eux qui nous ont poussés à aller faire leur guerre, une guerre qu'on n'avait absolument pas besoin de mener. C'est contraire à nos intérêts, complètement. Et maintenant, ils ont lancé le truc, et ils restent tranquillement assis à regarder, en mode « allez-y les gars, c'est vous qui prenez les pertes, vous qui perdez vos missiles, vos soldats. Pas de souci, continuez. Moi je reste là, c'est mieux pour moi, et ça me va très bien. » Oui, surtout après qu'on ait perdu des soldats le week-end dernier, qui sortent et qui disent ça, franchement, c'est une gifle. Pour moi, il n'y aurait aucune raison de dire ça maintenant, à moins qu'ils ne préparent quelque chose, à moins qu'ils ne veuillent simplement nous donner une sorte de couverture, tu vois, une forme de déni plausible. Du genre, les Israéliens ont déjà dit publiquement qu'ils ne faisaient pas partie de notre campagne limitée. Alors que, dans les faits, c'est nous qui sommes limités. C'est nous qui menons des actions ciblées, des frappes militaires sur des objectifs militaires. Alors maintenant, si Israël perd les pédales et fait quelque chose de complètement fou, quelque chose qu'on n'aurait jamais approuvé, eh bien on pourra dire, regardez, on peut montrer cette déclaration et dire, vous voyez, Smotrich avait déjà précisé qu'il ne faisait pas partie de la campagne encadrée. Franchement, je ne vois pas d'autre raison pour laquelle Smotrich aurait publié une déclaration pareille. Et à mon avis, ça a probablement été validé à un niveau assez élevé, parce que c'est passé par l'un des principaux médias pro-israéliens là-bas, et ça a été diffusé. Donc non, je ne vois pas. Je vois pas pourquoi il ferait ça, à moins qu'il ne cherche en gros à nous donner une sorte de déni plausible pour ce qu'il s'apprête à faire. Vous savez, j'ai entendu, ces 5 ou 6 derniers jours, 3 sources très différentes, situées dans des régions du monde distinctes, me dire qu'elles entendent par leurs propres contacts des rumeurs ou des bruits selon lesquels il pourrait y avoir une détonation nucléaire iranienne. Que ce soit une arme qu'ils auraient obtenue de la Corée du Nord, qu'ils auraient fabriquée eux-mêmes,
ou autre chose. Peut-être que les Israéliens ont raison. Rumeur est qu'ils en construisent une à la montagne Pickaxe depuis l'an dernier. Qui sait vraiment ce qui se passe? Quoi qu'il en soit, l'idée serait qu'ils fassent ça pour montrer « nous avons une arme nucléaire », afin d'empêcher ce dont vous parlez. Pour qu'Israël sache que s'il tire une arme nucléaire, il en recevra une en retour. Et comme nos missiles le montrent, on ne pourra pas les arrêter. Alors, quelle serait la prochaine étape, selon vous? Quelle crédibilité accordez-vous à tout ça? Et est-ce que ça vous inquiète? Je ne suis pas trop inquiet à ce sujet. D'abord parce que je ne pense pas que les Iraniens en soient là. D'après ce que je savais quand j'ai quitté l'administration, même dans le meilleur des cas, même avant l'opération Midnight Hammer, ils n'auraient pas été capables de foncer pour développer une arme nucléaire et la placer sur un système de lancement. Mais même si, admettons que tout ça soit faux, je pense qu'au minimum, les Iraniens, dans cette dernière phase du conflit, ont montré qu'ils sont très très conscients de l'importance du message public. Et en ce moment, ils sont en train de gagner la guerre de l'information. Ils sont en train de gagner la guerre psychologique, ou appelez ça comme vous voulez, tout, depuis les vidéos légaux jusqu'aux déclarations publiques que les diplomates iraniens diffusent en ce moment. Donc je ne pense pas qu'ils feraient ça parce que ça prouverait la justification que nous et les Israéliens avions pour les attaquer. À mon avis, même s'ils avaient cette capacité, ils la cacheraient pendant un bon moment. Ils ont déjà montré que, grâce à leur dispersion et à la profondeur de leurs ressources, ils peuvent encaisser à peu près tout ce qu'on leur envoie. Donc je pense qu'à ce stade, ce qu'ils veulent surtout, c'est pouvoir dire « Hey, c'est pas nous les agresseurs ». Nous défendons notre pays et nous défendons même le Hezbollah. Nous défendons aussi les Palestiniens. Mais nous ne sommes pas les agresseurs. C'est nous, les gentils ici. Et je pense qu'en ce moment, l'Iran accorde plus d'importance à ce récit qu'à la dissuasion. Parce que, encore une fois, les Iraniens ont très bien réussi à disperser leurs différentes capacités, à répartir leur direction, à montrer qu'ils ont de la profondeur dans leur leadership. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Iran se sent capable de résister à tout ce qu'on pourrait leur envoyer. Et sur le plan militaire, comme sur le plan du message, ils pensent pouvoir finir par l'emporter sur le long terme. Eh bien, en fait, vous parlez ici de sa communication. Mais justement, hier, dans sa campagne de message, il a déclaré « Les Américains continuent d'apporter de nouveaux équipements militaires dans la région, tout en prétendant qu'ils sont là pour arrêter la guerre. Ils parient sur le fait que notre intelligence soit aussi courte que leur propre quotient intellectuel. Nous avons atteint un niveau de maîtrise qui nous permet de reconnaître ces jeux américains. Et sur cette base, nous nous sommes préparés. » C'est exactement ce que vous venez de dire. Les actes doivent confirmer les déclarations, pas les contredire. Parce que je crois que c'est bien là toute la question. Est-ce qu'il va y avoir un cessez-le-feu de 10 jours? Est-ce qu'on va vraiment revenir là-dessus pour essayer encore une fois de revenir au protocole d'accord? Du côté iranien, ils disent qu'ils sont toujours prêts à en discuter. J'ai d'ailleurs vu Abbas Araghchi dire qu'il donnait 10% de chance qu'on y revienne. Ça m'a surpris parce que je pensais que c'était plutôt un peu en dessous de zéro. Mais bon, lui il dit 10%, donc ils en parlent. C'est assez déroutant, mais avec une grosse réserve. Apparemment, il faudrait donner quelque chose dès le départ, plus que ce que prévoyait le protocole d'accord. Tu penses qu'il y a vraiment 10% de chance? Je suis d'accord avec vous. 10%, c'est plutôt optimiste. Franchement, avec tout ce que l'Iran traverse en ce moment, je n'aimerais vraiment pas être le diplomate iranien chargé de convaincre les Iraniens d'accepter un nouveau cessez-le-feu. Tu vois ce que je veux dire?
Même si Raisi se dit « Allez, j'espère 10%, il a tout le corps des gardiens de la révolution derrière lui qui lui disent « Écoute, on a déjà essayé. À chaque négociation, ils nous ont attaqués. Ce sont eux qui ont déclaré que le protocole d'accord était terminé. Et les Iraniens ont le sentiment qu'ils sont en train de gagner sur le terrain. Et nous, on ne se met pas en position de réussir. » Je veux dire, Ghalibaf a en gros souligné exactement ce dont on parlait. Il dit « Les Américains affirment qu'ils partent, mais on les voit amener encore plus de matériel dans la région. Et franchement, on s'y prend très mal pour ça. Parce qu'on envoie tout vers les mêmes bases, les mêmes fichues bases connues, celles où on opère depuis des décennies. » D'accord. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de satellites? Ou est-ce qu'il leur suffit de payer le berger le plus proche de l'aérodrome, celui qui les appelle ou qui poste une vidéo sur Twitter? Franchement, j'en sais rien. On se bat comme si on contrôlait encore tout, comme si on avait une domination totale de l'air et de l'information, comme au début de la guerre contre le terrorisme. Et ça me rend fou, rien que d'un point de vue tactique. Mais bon, je ne sais pas. Dire 10%, je trouve ça déjà très optimiste. Moi, je pense, et je déteste le dire, que tant qu'on reste dans la région, notre capacité à mener une diplomatie vraiment efficace est très très limitée, voire totalement impossible. Je pense que si on faisait ce qu'on recommande depuis le début, retirer nos troupes, dire d'accord, maintenant parlons d'un allègement des sanctions, parlons vraiment de la réouverture du détroit d'Ormuz, on ne serait plus perçus comme les agresseurs. On dirait aussi qu'on va contenir Israël et là je crois qu'on aurait une vraie chance de relancer la diplomatie. Mais ça resterait difficile. Je crois qu'on n'a pas encore vraiment pris la mesure, ni compris ce qu'on a fait subir au peuple iranien. Et comment, en réalité, on a sans doute offert au régime révolutionnaire, celui qu'en théorie on veut renverser, au moins 47 années de plus, en tuant le guide suprême et en poussant tout le monde à se rallier autour du drapeau. Au fait, nous avons Suleiman Ahmed, qui était récemment en Iran et qui a eu une interview avec Ismail Bagaï, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Une interview vraiment remarquable. Il sera avec nous cet après-midi à 15 heures. Il va nous raconter exactement ce que pensent les gens là-bas, parce qu'il a parlé avec pas mal de personnes ordinaires, sans accompagnateur ni encadrement. Il dit qu'il a obtenu beaucoup d'informations intéressantes sur leur point de vue. On verra tout ça à 15 heures cet après-midi. Je voudrais maintenant revenir sur quelque chose que le président Trump a dit il y a seulement quelques heures, peut-être même un peu moins, depuis le bureau ovale. Le premier extrait que je vais vous faire entendre peut presque s'interpréter de deux façons. Mon oreille optimiste veut y voir une sorte de base, ou peut-être une reprise, qui pourrait, si elle est bien utilisée, permettre de mettre en œuvre le plan de retrait. Qu'en pensez-vous? Si on partait aujourd'hui, il leur faudrait des décennies pour se reconstruire. Et franchement, je ne crois pas qu'ils y arriveraient un jour. Honnêtement, ils n'ont encore rien vu. Jusqu'ici, on a été gentils. Oui, on a été gentils. Donc oui, apparemment, on pourrait faire bien plus que ce que certains de ces extraits laissent entendre. C'est ça qui arrive. Mais il a dit, jusqu'à présent, il disait, écoutez, si on partait aujourd'hui, il leur faudrait des décennies et on aurait gagné, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une chance qu'il utilise ça pour se faufiler dans un récit de victoire et s'en aller? Oui, il le pourrait à 100%. Franchement, je plaisante à chaque fois qu'il énumère tout ce qu'on a bombardé et puis qu'il sort des trucs comme ça. Si tu mettais à fond genre la musique du YMCA des meetings de Trump, honnêtement, ça pourrait être son défilé de la victoire. Et je rigole pas, vraiment, ça pourrait l'être. Il dit ces choses à voix haute et moi ça m'excite parce que je me dis, vas-y, fais le mec. Tu peux créer un récit. Je pense que Trump, en fait,
Il se rend pas encore compte qu'ici, en Amérique, il peut faire exister les choses juste en les disant. Mais ça marche pas dans un vrai combat contre un vrai pays comme l'Iran. Donc il devrait miser sur ses points forts, retirer tout le monde et dire simplement « On les a fait reculer de 25 ans, on a détruit leur marine, j'ai éliminé tous ces chefs différents, et ensuite faire un meeting de Trump là-dessus. » Tu vois, il pourrait faire ça sur la pelouse de la Maison-Blanche, avec un combat de l'UFC et un survol aérien. Comme ça, il contrôle complètement le récit. Ensuite, il peut passer à autre chose. Et pendant ce temps, on rouvre tranquillement le détroit d'Ormuz. Avec un peu de chance, on stabilise les prix de l'énergie, et ainsi de suite. Mais à chaque fois que je me mets à être optimiste comme ça, on finit toujours par revenir en arrière. Donc encore une fois, ça ramène à la question qui lui donne ses conseils? Et surtout, est-ce qu'il les écoute? Ou bien est-ce que son orgueil va l'emporter sur son côté plus pragmatique? J'ai vraiment l'impression qu'il joue avec cette idée quand il dit des choses comme ça. Il est en train de se ménager une porte de sortie. Donc oui, je te rejoins complètement. J'espère, moi aussi, que ça devienne le récit dominant et qu'il s'y tienne. Mais tant qu'il ne commence pas à retirer ses gars, franchement, je ne vois pas ça se produire pour l'instant. Pas pour le moment, non? Parce que ça fait des semaines qu'il répète ce genre de commentaires. Et j'espérais vraiment qu'il allait finir par aller dans cette direction. Mais à chaque fois, il revient en arrière et dit « Vous savez qu'on va les frapper encore plus fort. » Par exemple, l'une des autres choses dont il parle ici, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a eu hier une publication ou une fuite de renseignements israéliens, peu importe le terme qu'ils ont utilisé. Eh bien, je sais que le président Trump a dit que les 3 sites qu'on a détruits pendant l'opération Midnight Hammer avaient des satellites dessus et qu'il ne les avait pas encore déterrés. En réalité, il s'avère qu'ils se trouvent sur la montagne Pickaxe. Et pensez-vous que l'Iran ait déplacé des centrifugeuses nucléaires dans la montagne Pickaxe? Et quand vous dites que ce n'est pas encore terminé, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, je pense que c'est possible. On n'a rien d'officiel, rien d'enregistré. Tout ce qu'on fait, c'est lire les fausses infos. Vous savez, on voit tellement souvent que les médias se trompent. Alors peut-être que cette fois, ils ont raison. Mais bon, ça veut rien dire tant qu'ils n'ont pas le matériau. Vous parlez des centrifugeuses? Oui, ça ne veut rien dire tant qu'ils n'ont pas le matériau. Et ils ne l'ont pas. Nous, on suit le matériau. C'est là que tout se joue. Et on va frapper dans cette zone, très probablement, très bientôt. Et ils ne pourront rien y faire. D'habitude, je ne dirais pas ça si je pensais qu'ils pouvaient réagir. Je ne le dirais jamais. Mais là, on va frapper cette zone très bientôt. Et très fort. Là-dessus, il a raison. La défense aérienne, la défense antimissile que possèdent les Iraniens, c'est presque négligeable. Ils ont abattu quelques drones MQ-9 Reaper, touché 2 ou 3 autres appareils, mais dans l'ensemble, le taux de sortie reste très faible. Donc oui, il a sans doute raison. Les missiles peuvent aller frapper à peu près ce qu'ils veulent. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait raison de dire qu'on ne peut rien y faire. D'abord, qu'est-ce que tu penses de l'idée de frapper la montagne Pickaxe? Parce que franchement, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus là-bas que ce qu'on a déjà fait à Yazd et à plusieurs autres montagnes. On peut frapper la surface, on peut viser les bâtiments en surface, les rampes de sortie, ce genre de choses. Mais qu'est-ce que ça nous apporterait vraiment? Voilà le problème avec toute cette idée de s'en prendre à l'uranium enrichi. Et c'est pour ça que les Israéliens adorent ce concept. Parce que Trump avait essayé, je pense que son initiative avec Midnight Hammer visait justement à retirer la question de l'enrichissement de la table. Mais les Israéliens sont revenus à la charge, et c'est pour ça qu'ils voulaient le coincer sur le matériel enrichi.
Parce qu'à un moment donné, on ne peut tout simplement pas bombarder jusqu'à faire disparaître tout l'uranium enrichi. En gros, on a détruit les sites, ils ne fonctionnent plus, on a repoussé le programme de, disons, 25 ans ou plus, mais quelque part, enfoui sous des kilomètres de granit, il reste toujours une forme de poussière nucléaire d'uranium. Et donc maintenant, il faut sans cesse courir après cet uranium à travers l'Iran, continuer à bombarder, et au bout du compte, on ne règle vraiment le problème que quand on met des soldats sur le terrain et qu'on prend le contrôle physique du site. Les Iraniens aiment bien faire de cet objectif-là le cœur du jeu. Je suis désolé, mais les Israéliens aiment bien en faire la référence absolue. C'est justement pour ça qu'on n'aurait jamais dû accepter cet objectif, ni même le poursuivre. Les Iraniens avaient affirmé qu'ils ne voulaient pas d'armes nucléaires. On a bombardé les 3 sites, ils ont été complètement détruits, pour ainsi dire, et on n'aurait plus jamais dû en reparler. Mais maintenant, les Israéliens jouent à ce petit jeu. Ils savent comment exciter les médias, comment faire peur, comment envoyer tous leurs commentateurs répéter la même chose. Montagne de la pioche, montagne de la pioche. Ils prétendent que les centrifugeuses enrichies ont été déplacées, alors que, comme vient de le dire le président Trump, on a des satellites braqués sur ces 3 sites. Ils n'ont pas creusé à 1 kilomètre de profondeur dans le granit et les décombres pour aller chercher le matériau enrichi qu'ils avaient. À mon avis, ils ne devraient même pas tolérer ça, parce que c'est littéralement l'idée de l'uranium enrichi. C'est soit une pilule empoisonnée pour tuer toute négociation si on dit qu'ils ne peuvent pas en avoir, soit, si on passe notre temps à le traquer, à essayer d'obtenir cette poussière nucléaire, on s'engage en fait dans une guerre sans fin à l'intérieur de l'Iran. Donc il ne devrait même pas tolérer ce genre de discours, parce que ça va le pousser à poursuivre un objectif qu'on n'atteindra jamais. Vous savez, il faut aussi regarder qu'il y a un coût à tout ça. Et je ne pense pas que beaucoup de gens en soient vraiment conscients. Je vous ai montré tout à l'heure cette idée selon laquelle certains Américains disent que les Iraniens disposent maintenant de capacités avancées, capables de modifier la trajectoire en plein vol. Et ça perturbe nos radars, au point qu'ils n'arrivent même plus à donner d'alerte au sol. Mais ce n'est pas tout. Voici une carte de plusieurs sites américains qui ont été touchés, rien que sur cette période de 7 jours, du 12 au 19 juillet. Et on voit qu'ils frappent un peu partout, sur toutes sortes de cibles. Beaucoup de ces sites ont même été touchés plusieurs fois. Autrement dit, ils frappent dans tous les sens, à travers toute la région. Et puis, ici, ils frappent aussi nos alliés régionaux, le Koweït. C'est encore arrivé aujourd'hui. Leurs infrastructures d'eau et d'énergie ont de nouveau été touchées. Pendant que l'Iran continue de dire « on va poursuivre notre route comme on l'entend ». Et maintenant, il ne s'agit plus seulement du détroit d'Ormuz qu'il faut maintenir ouvert. Il y a aussi le Bab el-Mandeb, au moins pour le pétrole saoudien. D'après les informations qu'on a ce matin, 2 pétroliers ont fait demi-tour. Donc, il n'en reste plus beaucoup. Selon les données dont je dispose, plusieurs navires ont bien traversé aujourd'hui. Mais les pétroliers saoudiens, ceux qui transportent du brut, eux, ne l'ont pas fait. En fait, ils ont fait marche arrière après avoir reçu des menaces directes des Houthis. Et ça va poser un vrai problème, parce qu'en fonction du jour de la semaine, il y a entre 4 et 7 millions de barils par jour qui passent par ce détroit depuis l'Arabie saoudite. Et si certains pensent au canal de Suez, plus au nord, eh bien c'est très limité. Je ne m'en étais pas rendu compte avant récemment, mais à cause du tonnage et du poids, la plupart de ces très grands pétroliers ne peuvent pas passer par là. Il y a bien quelques navires plus petits qui peuvent le faire, mais dans ce cas, le volume baisse. Et même ça, c'est limité. Donc en gros, c'est le Bab el-Mandeb, ou presque rien. Est-ce que ça vous inquiète?
Je suis très inquiet à ce sujet. L'une des bouées de sauvetage qu'on avait pendant la fermeture du détroit d'Ormuz, c'était l'oléoduc de Yanbu, qui part d'Arabie Saoudite et arrive au port de Yanbu sur la mer Rouge. De là, il envoyait, comme vous l'avez dit, le gros du trafic de pétroliers, en passant par le Bab el-Mandeb vers le sud en direction de l'Asie. Une partie allait vers le nord. Et maintenant, si les pétroliers saoudiens commencent déjà à faire demi-tour, on a un nouveau problème. On se retrouve avec un autre point d'étranglement majeur pour le pétrole et l'énergie, qui est en train d'être restreint. Les Houthis semblent pour l'instant limiter ça aux Saoudiens, mais ils pourraient élargir leurs actions. En gros, pour le moment, ils se contentent de faire rebrousser chemin aux Saoudiens. Ça va avoir un impact énorme, parce que maintenant, on va encore plus limiter la quantité de pétrole qui va arriver sur le marché. Et il faut bien garder ça en tête, même si on l'oublie facilement, parce que tout va très vite. En 2025, on a essayé de combattre les Houthis. On a voulu régler, entre guillemets, le problème Houthi, mais on n'a pas réussi militairement. On a dû discrètement conclure une sorte d'accord avec eux, dans lequel ils acceptaient de rouvrir les détroits. Mais ça, c'était après avoir dépensé énormément de ressources militaires. Et on a même dû déplacer une bonne partie de nos navires de guerre, en dehors de la mer Rouge, en dehors de la zone du détroit d'Ormuz, à cause des capacités des Houthis. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ces falaises au Yémen sont hautes et escarpées, ni du nombre de grottes qu'il y a là-bas. C'est un endroit idéal pour se défendre, combattre et tirer vers la mer Rouge. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un problème qu'on n'a pas réussi à résoudre quand il était encore isolé, en 2025. À l'époque, on ne menait pas de guerre ailleurs, et pourtant, on n'a pas pu le régler militairement. Et maintenant, on a aussi le détroit d'Ormuz, qu'on ne peut pas non plus résoudre par la force. Donc on a deux points d'étranglement essentiels, tous les deux bloqués en même temps, et on essaye d'utiliser exactement les mêmes outils, déjà étirés au maximum, pour régler un problème qu'on n'a pas su régler avant. Donc, encore une fois, même d'un point de vue strictement militaire, cette stratégie n'a absolument aucun sens. Voilà. Eh bien, c'est marrant que vous en parliez, parce que le président Trump a justement été interrogé là-dessus aujourd'hui. Et lui, avec son ton habituel de désinvolture, a répondu « Ah, les Houthis, on a déjà réglé ce problème la dernière fois. » Quel est votre niveau d'inquiétude face à un possible blocus de la mer Rouge par les rebelles Houthis qui ouvrirait un nouveau front dans la guerre? Pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Ça pourrait arriver. Mais on s'occupe des choses. Si quelque chose comme ça se produit, on s'en occupera. Vous savez, on a déjà agi contre les Houthis par le passé, et on n'a plus entendu parler d'eux depuis qu'on a fait ce qu'on avait à faire. C'était environ 45 jours d'action très forte contre eux. Et depuis, aucun problème avec les Houthis. Ils n'ont pas eu de problème avec nous non plus, depuis longtemps, y compris pendant ce conflit. Je pense que si quelque chose de ce genre se produit, on fera simplement ce qu'il faut. Oui, c'est pas un problème, Joe. On va juste s'en occuper. Tout ira bien. On l'a déjà fait avant. Qu'est-ce que t'en dis? J'aimerais que ce soit vrai, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Si les Houthis veulent bloquer ça, ils ont déjà prouvé qu'ils en sont capables. En même temps, ils ont aussi montré qu'ils pouvaient être pragmatiques, mais c'était avant qu'on tue leur chef suprême. C'était aussi avant qu'Israël ne multiplie ses incursions au Liban. Aujourd'hui, les Houthis et les Iraniens se voient clairement comme la résistance, comme ceux qui vont sauver les pays islamiques de la région face à nous. Donc, d'une certaine manière, on essaie d'appliquer une logique occidentale très basique à cette situation. Mais même avec ça, militairement, on n'a pas réussi à régler le problème. On a dû, en quelque sorte, passer des accords parallèles ici et là.
We kind of had to, cut side deals here and there. So, everybody loves President Trump's confidence. I just don't think that. Tout le monde aime la confiance du président Trump. Mais je ne pense pas que ça tiendra face aux Houthis. Et ça ne tiendra pas non plus face aux Iraniens s'ils décident de rendre la situation vraiment, vraiment douloureuse. Écoutez, les Iraniens ont tout intérêt en ce moment à faire tout ce qu'ils peuvent avec les Houthis pour limiter le flux de pétrole et mettre la pression sur le président Trump. Et puis il y a eu autre chose. Je crois que juste après les funérailles de l'ayatollah, les Houthis ont envoyé une délégation à Téhéran. Ensuite, les Saoudiens ont essayé d'empêcher cette délégation d'atterrir à nouveau au Yémen, mais ils n'ont pas réussi. Et en fait, les Saoudiens ont réagi en devenant assez agressifs dans certaines de leurs frappes. Ils ont frappé l'aéroport international de Sanaa. Les Houthis se sont réorganisés, ont détourné cet avion et l'ont fait atterrir à Hodeïda, plus près de la mer Rouge. Ça montre bien à quel point ils contrôlent cette zone de la mer Rouge. Mais je ne pense pas que les Saoudiens se seraient montrés aussi agressifs envers les Houthis, ni qu'ils auraient relancé cette guerre s'ils ne pensaient pas que les Houthis allaient y entrer de manière significative. Donc, à mon avis, il se passe autre chose, quelque chose qu'on ne voit pas encore clairement. Cela dit, les Saoudiens n'étaient pas pressés de se battre à nouveau contre les Houthis depuis un bon moment, parce que les Houthis, encore une fois, et pour de bonnes raisons, oui, leur compliquent sérieusement la vie depuis plus de 10 ans. Une décennie. Ça fait maintenant bien plus de 10 ans, même avec notre aide. Donc, je pense que les jours où les Houthis restaient en dehors de tout ça sont comptés. Je ne sais pas exactement quand ils vont s'impliquer complètement, ni à quel point. Mais si on a déjà 2 navires transportant du pétrole saoudien qui ont dû faire demi-tour, c'est clairement pas bon signe. Il y a eu aujourd'hui un article dans Responsible Statecraft, signé par l'une de nos invitées régulières ici, Rosemary Kalanick, qui est aussi l'une de mes collègues chez Defense Priorities. Elle explique que le blocus des Houthis pourrait placer Trump dans une situation vraiment délicate. Elle voit 2 scénarios possibles, et j'aimerais avoir votre avis sur ces 2 points. D'un côté, elle dit que cela pourrait mettre Trump sous pression en menaçant l'économie, avec une flambée des prix du pétrole, ce qui le pousserait à faire exactement ce que vous suggérez, déclarer la victoire et se retirer, parce qu'on ne peut tout simplement pas gagner cette guerre de cette manière. De l'autre, elle évoque la possibilité que l'Iran fasse pression sur les Saoudiens pour qu'ils interdisent l'utilisation de leurs bases et de leur espace aérien pour des attaques, peut-être en échange du passage d'une partie de leur pétrole. Comment voyez-vous ces 2 types de pressions possibles sur le président? Je pense que les 2 options sont possibles, enfin dans le cadre de ce qui va se passer ici très bientôt. On a déjà vu 2 navires faire demi-tour, donc la pression économique commence dès maintenant. Est-ce qu'il pourrait aggraver la situation? Bien sûr. Mais les Saoudiens sont plutôt doués pour couvrir leurs arrières. On a déjà vu qu'ils avaient envoyé une délégation aux funérailles du guide suprême. Avant, les Saoudiens nous poussaient à aller jusqu'au bout en Iran. Ils étaient très va-t-en-guerre, persuadés qu'on allait intervenir et frapper fort. Mais maintenant qu'ils voient qu'on n'est pas invincible, qu'on a nos limites, et que les Iraniens s'en sortent plutôt bien, je pense que les Saoudiens vont eux aussi chercher à se protéger davantage. Les Saoudiens ont été un peu changeants avec nous, parfois oui, parfois non, quand il s'agit d'utiliser leur espace aérien pour lancer des attaques. Parce qu'à partir du moment où beaucoup de leurs infrastructures ont commencé à être touchées à l'intérieur, même de l'Arabie saoudite, eh bien ça m'étonnerait pas du tout que les Saoudiens finissent par dire quelque chose comme « Écoutez, l'Amérique ». Et je pense que beaucoup de nos partenaires dans le Golfe vont commencer à faire la même chose, discrètement. Peut-être que les Koweïtiens seront les prochains.
Ils vont commencer à dire tout doucement, il faudrait que vous utilisiez un peu moins, voire plus du tout, notre territoire. Plus du tout. On aimerait rester amis, mais vous n'êtes plus vraiment l'ami qu'on pensait que vous étiez. Il faut se rappeler que fondamentalement, nos garanties de sécurité, le fait que nous disions que nous protégerions tous les États du CCG, c'est ça qui a servi de base au pétrodollar. C'est ça qui justifiait notre présence dans la région. Et puis les États du CCG, même si on a eu quelques différends avec eux, étaient en réalité plutôt reconnaissants de la présence de nos forces militaires. Mais quand en gros, on a cessé d'assurer ces garanties de sécurité, on s'est retrouvé affaibli, sans beaucoup de moyens de pression. Alors quand le président affiche autant de confiance, je me demande vraiment, est-ce qu'il reçoit une évaluation réaliste de la situation? Again, this is where I kind of wonder, like, is he actually getting a realistic assessment? I mean, is he hearing from the people who are Je veux dire, est-ce qu'il entend ce que disent ceux qui parlent directement aux dirigeants, ou plutôt ceux qui sont juste en dessous d'eux? Parce qu'entre chefs d'État, il y a souvent beaucoup de politesse. Je peux très bien imaginer que si les dirigeants des pays du Golfe rencontrent le président Trump, ou même s'ils ont juste un appel avec lui, la conversation soit très courtoise, très formelle. Mais ensuite, discrètement, leurs ministres de la Défense vont voir nos équipes sur place et leur disent « Ah, au fait, vous ne pouvez pas lancer d'attaque depuis ici. » Je me demande simplement si ce genre de message remonte vraiment jusqu'au président pour qu'il se rende compte à quel point nos options sont limitées. Eh bien, je vais vous dire ce qui joue contre ça. Vous disiez au début de cette émission qu'on parlait de la campagne d'information dont on ne fait plus vraiment partie. On continue de penser qu'on est encore à l'époque de la guerre du Golfe, quand on pouvait contrôler toutes les ondes. Apparemment, on n'avait pas réalisé qu'il y a maintenant les réseaux sociaux qui diffusent de l'information partout, ou des émissions comme la nôtre dont on parle ici. Mais tout le monde n'en est pas conscient. Certains pensent encore que ça fonctionne comme avant. Et le président Trump, parce qu'il fait toujours comme avant, il ne regarde sans doute pas notre émission. Enfin, j'en doute fort. Par contre, il regarde Fox News presque religieusement, peut-être même comme s'il en était branché en intraveineuse. Et je veux vous montrer quelque chose qui a été dit hier. Je crois que c'était Jim Carafano. Et si le président Trump regarde et écoute ce genre de choses, on peut se demander, est-ce qu'il agit vraiment en fonction de ça? Je sais que les gens se concentrent sur les pertes, qui sont terribles, et sur le temps que tout cela prend. Mais notre position dans la région est la plus forte qu'elle ait été depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, on gère cette situation depuis l'époque de Jimmy Carter. Depuis les années Jimmy Carter, jamais nous n'avons eu une position aussi solide dans la région pour construire un avenir meilleur. Et ça veut dire moins de problèmes pour nous, moins de travail pour nous, une Amérique plus sûre. Je pense simplement que c'est le prix à payer. Croyez-moi, ça va porter ses fruits pendant des décennies. Mais sur quelle planète vit ce type? Le plus fort depuis la Seconde Guerre mondiale. Franchement, j'ai fait une émission ce matin. J'étais hors de moi à ce sujet. Regardez simplement combien d'avions on a perdu, combien de bases ont été détruites, combien de soldats ont été tués. Les problèmes qu'on a dans le détroit d'Ormuz et maintenant dans le Bab el-Mandeb. Et vous voulez me dire qu'on est dans la position la plus forte aujourd'hui. Vous venez juste de dire à l'instant qu'on risque de se retrouver dans une situation où nos alliés vont commencer à nous dire « Oui, pourquoi vous n'iriez pas voir ailleurs ?» Quelle est votre réaction à ça? Mon Dieu, tellement d'émotions. Quand j'écoute Fox News aujourd'hui, j'ai presque l'impression de revivre mon premier jour à l'école de langue, comme si j'entendais une langue étrangère, du pachtou par exemple, pour la première fois.
C'est devenu presque méconnaissable pour moi. Et bon, tout ça pourrait passer pour du simple bruit de fond, parce qu'au fond, qui se soucie encore des chaînes d'infos? Mais tu as raison. Le président, lui, regarde Fox News et il se soucie vraiment de ce qu'ils disent. Et c'est justement pour ça que les néoconservateurs mettent en avant quelqu'un avec ses arguments ridicules, juste pour dire au président ce qu'il a envie d'entendre. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ce serait acceptable que le président entende ce point de vue de temps en temps, à condition qu'il y ait tout de suite derrière quelqu'un pour vérifier les faits, comme tu viens de le faire en 30 secondes, face au type de la Heritage Foundation qui vient de débiter ces absurdités. What the crazy guy from the Heritage Foundation just said. But I don't think that's happening. I hope it is, but I fear it's not. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. J'aimerais que ça le soit, mais j'ai bien peur que non, parce que le président continue d'afficher une grande confiance. Et encore une fois, ça nous ramène à la situation de départ. On avait signé le protocole d'accord parce qu'il n'y avait pas de solution militaire. Ensuite, on l'a abandonné. Et maintenant, on essaie à nouveau de trouver une sorte de solution militaire. Oh là là, j'avais même pas vu ça. Voilà, c'est bien ça le problème. C'est exactement ça. Et quelqu'un devrait avoir l'honnêteté de dire à l'empereur, qui manifestement n'a pas de vêtements, que quand il publie quelque chose comme ça, il faudrait qu'on puisse lui dire « Monsieur, il faut vraiment que vous soyez mieux informé sur ces sujets. » Au fait, un empereur de 4-20 ans sans vêtements, c'est pas bon, franchement. Oui, c'est exactement ça, l'analogie. On ne peut pas simplement continuer à dire que tout va bien. Il faut dire, Monsieur le Président, je vous respecte et je veux que vous réussissiez. Mais là, c'est très dangereux. Tout ce que le très respecté James Cafaro vient de dire, on peut le contredire tout de suite. C'est complètement faux. Donc il ne pense pas seulement que tout va bien, cette bulle d'écho est absolument mortelle pour nos troupes dans la région et pour notre pays à long terme. Et franchement, c'est presque comique, vraiment assez drôle. Oui, et je vais vous dire quelqu'un qui ne l'est pas. Le dernier extrait ici. On va écouter dans un instant celui qu'on appelle Rubio Shipping. C'est Rubio, il y a quelques jours. Et si vous cherchez quelqu'un de l'intérieur pour contredire ça, ce ne sera pas Marco Rubio. Voici ce qu'il a dit à propos du problème qu'on a en ce moment avec le transport maritime, à la fois dans le détroit d'Ormuz et dans le Bab el-Mandeb. Enfin, voyons, franchement, ce n'est pas à nous de faire le travail de tout le monde. Ah, attends, c'est vrai, c'est nous qui avons déclenché cette guerre, et c'est pour ça qu'il faut faire tout ça. Tu crois que ça va passer, ça? I mean, come on, man. It's not our job to do everybody else's job. Oh, wait. We started this war, and that's why there's a need for this. How's that going to go over? J'adore la façon dont les néoconservateurs passent d'une position ultra-belliciste à un soudain retour au réalisme, mais seulement quand tout leur explose à la figure. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur le secrétaire. Notre rôle n'est pas d'assurer la sécurité du monde entier, ni de garantir la sûreté des routes maritimes. Mais quand c'est nous qui avons mis le désordre dans ces routes maritimes, personne ne viendra nous tirer d'affaire. L'administration doit vraiment faire un sérieux examen de conscience sur la situation actuelle et sur la manière d'en sortir, parce que ces déclarations sont complètement à côté de la plaque. Et ça montre bien, comme vous l'avez dit, qu'il n'y a sans doute personne là-bas pour dire la vérité au président. Si c'est ça que Marco Rubio va raconter au président à la Maison-Blanche, derrière des portes closes, en tant que conseiller à la sécurité nationale et secrétaire d'État, eh bien, pas étonnant qu'on en soit là, dans ce chaos. Très bien dit. Et ma dernière question pour vous, en revenant à ce que disait Barak Ravid, si c'est exact et qu'ils affirment que vous avez deux options, soit accepter un cessez-le-feu d'une dizaine de jours, ce que j'ai du mal à imaginer, parce qu'ils devraient céder sur certains points,
soit repartir sur une nouvelle offensive militaire d'envergure. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer dans la semaine ou les 10 prochains jours? Things going to happen here in the next week or 10 days. That's why I think we're in a really dangerous spot. I mean, I think C'est pour ça que je pense qu'on est dans une situation vraiment dangereuse. Je veux dire, je pense que les Iraniens ont raison de craindre que les Israéliens fassent quelque chose de radical, comme utiliser une arme nucléaire ou autre chose du genre. Et ça, forcément, ça va pousser les Iraniens à refaire ce qu'ils ont fait en Jordanie. Encore une fois, j'espère que les 10% de chances qu'Arachi évoquait vont se concrétiser et qu'on ira vers un nouveau cessez-le-feu. Mais vu la manière dont le président en parle, et vu comment le dernier cessez-le-feu a échoué, je suis très inquiet. Je pense que les 10 prochains jours vont être très dangereux. Et chaque jour qu'on passe dans cette situation où on continue à se tirer dessus, ça devient de plus en plus risqué, minute après minute. Parce que vous savez, comme on l'a appris dans nos propres expériences de combat, il faut avoir de la chance à chaque seconde de chaque jour. L'ennemi n'a besoin d'avoir de la chance qu'une seule fois. Une seule fois, pour que tout le calcul change. Et les Israéliens en ce moment, ce qu'ils font, ce qu'ils laissent entendre, ça me rend vraiment très nerveux. Et puis ce dont on riait tout à l'heure, parce que c'est tellement absurde, c'est les conseils que reçoit le président. Je ne pense pas qu'il soit dans un état d'esprit où il doit vraiment prendre ces décisions difficiles. Parce qu'on lui dit à la télé, sur Fox News, que tout va parfaitement bien et qu'on est dans la meilleure position depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, des temps incroyablement dangereux. Oui, tout à fait. Nous allons continuer à suivre la situation, mais nous vous remercions vraiment d'être venus partager vos analyses et surtout vos interprétations, notamment sur certains propos tenus par Israël. Je n'avais pas suivi cet aspect-là, et maintenant nos téléspectateurs sont au courant aussi. Merci beaucoup d'être venu, Joe. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Ravi d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et on vous remercie aussi, vraiment. D'ailleurs, on a encore 2 émissions aujourd'hui, la première dans une dizaine de minutes à peine. On va recevoir, pour la toute première fois, le professeur Nikolai Petro, spécialiste de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il a écrit plusieurs ouvrages et il connaît parfaitement tout ce qui se passe là-bas. Ne manquez pas cette émission parce qu'il va parler de la guerre Russie-Ukraine. Est-ce que les drones vont décider de l'issue du conflit? Que montrent les preuves sur le terrain? Vous allez vraiment vouloir écouter ça. Et puis, à 15h cet après-midi, on aura Suleiman Ahmed, qui vient d'obtenir une interview exclusive avec le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, ainsi que d'autres entretiens à venir, dont il nous donnera un aperçu. Beaucoup d'informations intéressantes, des éléments qu'il a recueillis directement sur le terrain en Iran, et que vous voudrez absolument entendre pour comprendre où cette guerre pourrait aller. Alors, rendez-vous à 14h et à 15h dans Daniel Davis Deep Talk. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon simple de nous soutenir. Abonnez-vous, mettez j'aime et partagez cette émission avec un tomar. And share this with somebody you love.